Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet atelier intitulé Immersion sensible pour réinventer les espaces culturels. Nous sommes ravis vraiment de vous accueillir ici. Donc moi, je suis Marie-Hélène Avril. Je suis responsable des publics et du marketing et des partenariats au sein de Cultival. J'ai le plaisir de modérer cet atelier. Donc sur proposition donc, de Marjane. On va voir ensemble comment les différentes institutions ont déjà adopté des médiations sensibles et également l'approche Mindful Heart que Marjane Abadi a mis en place et a créée. Donc, merci à nos invités, à nos intervenants d'être ici. J'aurai le plaisir d'échanger durant cet atelier donc, avec Marie Vidal de Lablache, qui est chargée des publics au Palais des Beaux-Arts de Lille. Également avec Guylaine Van Can, qui est donc conservateur en chef au Musée des Arts Anciens du Namorois, Trésor Douani. Également donc avec Pauline Fleury, qui est responsable des publics au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Et Marjane Abadi, qui est donc psychothérapeute et créatrice de la méthode Mindful Arts. Pendant cet atelier, nous allons voir quels peuvent être, bien sûr, les bénéfices des médiations sensibles et émotionnelles. Également, comment le projet, en fait, peut se mettre en place entre Mindful Arts et les institutions. Quels sont les enjeux aussi de chacun pour que le projet aboutisse et aille atteindre les publics. Et comment donc, cette proposition, effectivement, permet de développer finalement les publics autrement et d'avoir une expérience encore différente, une proposition différente par rapport à ce qui est proposé plus classiquement dans les musées ou les institutions culturelles aujourd'hui. Alors pour commencer, Marjane, est-ce que tu peux nous dire plus exactement ce qu'est Mindful Arts et ce que propose Mindful Arts ? Merci Marie-Hélène pour cette proposition, cette modération. Alors pour parler très simplement de Mindful Art, c'est considérer que l'art peut nous faire du bien, ça c'est démontré par la science, mais à condition qu'on prenne un peu de temps pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir établir une relation, pour pouvoir l'observer. Or, la recherche montre également que nous ne passons pas ce temps-là devant les œuvres d'art. Et Mindful Art se propose d'être une méthode très très concrète qui permet aux personnes de faire de l'espace dans leur présence, par leur présence, par leur disponibilité, et se connecter à une œuvre d'art. C'est très protocolaire, il y a plusieurs étapes. On passe par une méditation avec une approche qui peut être à la fois empreinte de pleine conscience et d'auto-hypnose, et on entre dans la corporalité de l'approche à l'art. Donc on est à l'opposé de comprendre avec la tête, on est dans comprendre avec le corps. Merci Marjane. On peut peut-être passer au slide suivant. Excusez-nous, on a un petit décalage. Voilà. Eh bien, je vais m'adresser à Pauline, à Marie et à Guylaine. En fait, est-ce que vous pouvez partager avec le public ici les origines de votre collaboration avec Mindful Art? Pourquoi est-ce que vous avez finalement choisi de ce partenariat? Comment est-ce que voilà, ça s'est fait? Quel a été le sens de votre démarche? Je peux commencer? Allez-y. Très bien. Donc effectivement, au Palais des Beaux-Arts de Lille, on s'est posé la question de comment faire en sorte d'arrêter le visiteur devant une œuvre et de lui faire passer du temps devant. Et notamment parce que cette année, on a une exposition où on aura très peu d'œuvres. Et on a eu la question de, en fait, elle va être faite en 10 minutes. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, on accueille quand même des chefs-d'œuvre, notamment du musée d'Orsay impressionniste. Et l'idée, ça peut être de se dire, même 6 œuvres, ça peut être une exposition, ça peut être une façon ou
un intérêt de se déplacer au musée pour ces 6 œuvres. Et donc ça a commencé comme ça. On avait rencontré Marjane qui nous avait parlé de son projet. Et pour nous, la méditation devant les œuvres, c'était aussi un moyen de donner des clés à des visiteurs qui sont moins aptes en tout cas moins intéressés ou moins entraînés au code classique des musées. Parce qu'en fait, tout le monde ressemble, tout le monde a des sensations. Et donc, c'était mettre sur un pied d'égalité tous nos visiteurs en proposant une œuvre avec une méditation guidée, sans forcément d'autres informations. Voilà. Je rebondis aussi du coup, sur ce que dit Marine. On a cette même problématique en fait, du peu de temps que les visiteurs ou les visiteuses passent devant nos œuvres, en l'occurrence nos sculptures. Donc cette collaboration, vraiment, elle vise à proposer de prendre le temps, de ralentir le pas devant une œuvre dont on a plusieurs variantes, mais qui est pas dans le cadre d'une exposition d'ailleurs, mais plutôt dans le parcours permanent de nos collections. Donc c'était vraiment aussi cette problématique-là de ralentissement, de retour un peu à soi face à une œuvre, mais c'était aussi nous ce qui nous a intéressé, c'est le fait que quand on médite face à une œuvre, il n'y a pas forcément, c'est très accessible en fait à toutes et à tous. Il n'y a pas de prérequis. Je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, c'est quelque chose de très direct qui n'induit pas forcément un discours historien de l'art, voilà, avec un propos forcément très soutenu, mais vraiment une forme de relation assez directe et assez libre et accessible en fait à l'œuvre. C'est ce qui vraiment nous intéresse. Alors, pour le musée des Arts Anciens, alors peut-être avant de répondre à la question, je vais poser moi-même une petite question tout intéressée pour savoir ici qui dans la salle connaît le musée des Arts Anciens. Levez la main ceux qui le connaissent, ne serait-ce même que de nom. Super. Voilà. Mais... On peut poser une deuxième question. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une médiation sensible, méditer devant une œuvre d'art pour faire 2 personnes, 3 personnes? Bon, c'est très intéressant. Voilà. Alors donc juste avant de répondre, peut-être quand même pour situer, donc le musée des Arts Anciens se situe à Namur en Belgique, est un musée consacré à l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec une collection qui va du XIIe au XVIIe siècle. Alors on va parler aujourd'hui avec Marjane de peinture, puisque nous avons la plus grande collection au monde de tableaux d'Henri Blaise, qui est un des grands peintres du XVIe siècle. D'ailleurs, on va peut-être passer le slide correspondant, excusez-moi. Alors là, on est au Palais des Beaux-Arts de Lille. Est-ce que vous pouvez encore passer au suivant? Suivant encore, Camille Claudel. Voilà. Voilà, un maigre échantillon de cette formidable collection, mais également un trésor d'orfèvrerie, ce fameux trésor Denis, considéré comme une des 7 merveilles de Belgique. Et chance pour vous, à défaut d'aller à Namur l'observer, on a fait le travail inverse, on vous l'a amené, puisqu'il est exposé temporairement au musée de Cluny, et il est à découvrir avant le 20 octobre prochain, donc c'est juste à côté. Si vous voulez un avant-goût de la collection du musée des Arts Anciens, n'hésitez pas. Alors, pourquoi? Quelle est l'origine finalement? Eh bien, c'est un peu plus ancien que pour mes 2 collègues ici, puisqu'en fait, ça remonte à un temps anté-Covid, anté-pandémie, et même un temps qui date de mon prédécesseur, puisque c'est lui qui a eu la chance de rencontrer Marjane, et puis c'est moi qui ai la chance maintenant de reprendre le flambeau et de travailler avec grand plaisir avec Marjane. Et tout est parti d'un constat, celui d'un besoin de garder un contact avec la culture alors que le musée était fermé. Et donc la réflexion s'est faite à ce moment-là de savoir comment garder ce contact avec un visiteur qui avait un besoin de revenir, et ça s'est vraiment fait ressentir, et assez vite d'ailleurs, c'est une des institutions qui a rouvert ses portes, considérée comme une nécessité sociale. Et donc un des enjeux, un des moyens justement de renouer ce contact, c'était par le biais d'un dispositif hybride, et donc d'amener une médiation par le biais d'une capsule qui était accessible en distanciel depuis la maison. Et donc c'est ainsi que le contact s'est noué avec Marjane et se développe avec cette fois-ci de la médiation in situ,
et d'autres propositions, mais ça on aura l'occasion, j'imagine, d'y revenir par la suite. Et juste une petite question, du coup, pourquoi vous avez fait appel à une expertise extérieure très concrètement? Alors, pour être tout à fait franc, simplement parce que cette expertise n'existait pas en interne. Et donc, nous avons un service de médiation qui se développe de plus en plus. On vient d'ailleurs de recruter une médiatrice qui a fait son entrée au musée ici fin du mois de février. Mais ça reste des compétences qui sont très spécifiques, d'autant plus lorsqu'on parlera de médiation sensible, d'approche liée au bien-être. Et donc, il y a la médiation du quotidien, la médiation qu'on peut pratiquer avec les enfants. Je pense que ça, c'est une forme de médiation. Et puis, il y a la médiation dont on va parler aujourd'hui qui nécessite des compétences plus spécifiques et pour lesquelles, là, nous avons une équipe qui est dépourvue de ces compétences. Et donc, ce sont les qualités, l'expertise de Marie-Jeanne qui ont été bienvenues à ce moment-là. Merci. Alors, il y a différents, justement, formats pour expérimenter cette médiation sensible. Est-ce que tu veux en fait les expliquer, Marie-Jeanne, ou à chacun d'entre vous avec les différents formats, donc les capsules sonores, les événements performance ou les cartels sensibles, vous voulez faire un duo de ce que vous avez expérimenté, chacun dans vos lieux? Peut-être qu'on peut demander à ce que le slide change parce qu'on a un slide avec... Voilà. Donc vous avez capsule sonore en haut à gauche, le cartel sensible en haut à droite. Alors je cache un peu, j'imagine, mais l'atelier performance où on voit Marie-Jeanne en train d'animer devant des publics, et la session effectivement en ligne dont on parlait là en temps de Covid. Donc déjà en photo, effectivement, c'est plus concret. Je sais pas, Julie, est-ce que vous voulez prendre la parole? Marie, pardon. Je suis désolée. Non, pas de problème. Alors nous, c'est vrai que quand on s'est posé la question de quel type de format on ferait avec Marie-Jeanne, l'idée c'était on avait déjà fait de la programmation avec des événements de méditation auxquels nos visiteurs étaient conviés sur réservation. Et maintenant, l'idée c'était plutôt de proposer à notre tout public, dont ceux qui viennent au musée sans forcément venir dans le but de méditer. On trouvait ça intéressant de le proposer aux primo-visiteurs ou aux personnes qui ne connaissent pas forcément la méditation. Et on a la chance au Palais des Beaux-Arts de Lille, dans notre atrium, d'avoir un espace qui est libre d'accès et qui est gratuit. Et donc c'est ici qu'on a décidé d'installer ce que Marie-Jeanne nomme capsule sonore, c'est-à-dire un enregistrement au préalable d'une méditation qui dure 15 minutes, qui a été faite sur mesure sur une de nos toiles des collections. Et donc c'était ce format-là qui nous convenait le mieux, tout en proposant également une programmation dont une journée une après-midi avec Marie-Jeanne, où elle vient refaire sa méditation in situ. Voilà, donc c'était surtout l'intérêt de le proposer à long terme, d'élargir le public et de le proposer sur une période de 5 mois en continu dans cet atrium. Peut-être que je peux donner quelques explications par rapport à la différence des formats. Quand vous allez voir, très souvent on utilise les 3 mots voir, percevoir et s'émouvoir avec Mindful Art, parce que l'idée c'est de faire de l'espace pour voir les choses. Très souvent on est tellement encombré par notre to-do list, parce qu'on aimerait voir ou pas voir, c'est comme si on était un peu ailleurs. Donc la première étape, c'est qu'on va permettre de voir. Cette façon de voir nous permet d'ouvrir un peu nos canaux sensibles pour percevoir les choses. Et inévitablement, quand on perçoit, quand on se laisse percevoir une odeur, une luminosité, une texture, ça génère des émotions. Dans la façon dont ça se développe, quand on est in situ, il peut y avoir un groupe d'une 30aine de personnes et ça peut prendre à peu près 1 heure parce qu'il y a la mise en place, il y a la méditation, il y a les échanges, c'est très très long. Et pour une personne qui est seule face à une œuvre d'art, c'est très compliqué de prendre ce temps-là. C'est pour ça qu'on est dans des formats beaucoup plus courts, 10 minutes, 15 minutes. Et ça, c'est les formats qui seront mis en place, par exemple, au Palais des Beaux-Arts de Lille,
il y a eu vraiment cette volonté de pouvoir accueillir un maximum de personnes. Et peut-être de s'inscrire dans un parcours de visite où on n'a pas toujours le temps de rester pendant 1 heure, où on n'avait pas toujours prévu de rester 1 heure pour la méditation devant une seule œuvre. Là, l'idée, c'est de le faire en début ou en fin de parcours, mais que voilà, ça s'intègre à ce parcours et que ça ralentisse aussi le rythme du parcours du visiteur. Tout à fait. Donc, chacune de ces formats répond à un besoin. Donc, on le met en place en discussion, en échange et selon les besoins du musée. Et des publics, du coup. Ouais. Et des publics. Ouais. Pour évoquer les besoins et les attentes du public du musée Camille Claudel, je vais faire comme Gaëlène. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide du musée et notre salle de la valse? Et je vais poser donc cette même question qui connaissait le musée Camille Claudel et qui est venu au musée Camille Claudel? Alors c'est à 1 heure de Paris en train, c'est à 1 heure de Gare de l'Est direct. C'est tout proche, on a la plus grande collection publique de Camille Claudel au monde, soit 45 sculptures de l'artiste. Mais pas que, on n'est pas un musée en fait monographique, on a une double identité. Autour donc, de Camille Claudel, vous avez aussi toute une collection de sculpteurs contemporains. Donc on se situe entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. On a plus de 200 sculptures de cette époque qui correspond à l'âge d'or en fait, de la sculpture française. Voilà, je ferme la parenthèse et j'en reviens à Camille Claudel et à cette collaboration qui, je précise aussi, est naissante avec Marjane Abadi et Mindful Art. On a entamé les réflexions il y a quelques mois pour des formats qui vont se tenir entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Comme je le disais, il nous semblait intéressant, comme c'est le choix aussi du Palais des Beaux-Arts de Lille, de s'arrêter sur une œuvre en particulier. Donc un des chefs-d'œuvre de Camille Claudel, la valse, dont on a 4 versions dans des matériaux différents. Les enjeux ils sont un peu multiples, c'est pour ça que nous, ce qu'on a imaginé avec Marjane Abadi, ce sont 3 formats différents. Ce qu'on souhaite d'abord proposer, c'est une séance en ligne. Parce que là, on le voit, certains ne nous connaissaient pas, certains nous connaissent mais ne sont pas forcément venus. Donc, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'une première session en ligne permettrait déjà de développer encore notre notoriété, de nous faire connaître à des publics qui ne nous connaîtraient pas encore, qui feraient partie notamment de votre communauté. Qui pourrait susciter donc, par la suite une visite au musée, donner envie de venir au musée. Ce qui est très pratique avec les séances aussi de méditation online, c'est qu'elles sont ouvertes à un très grand nombre de personnes, jusqu'à 300 personnes me semble-t-il. Donc c'est une jauge vraiment importante qui n'est pas permise dans une salle du musée. Là en l'occurrence pour la séance qu'on fera après in situ, elle sera limitée à 12 personnes. Donc faire une séance en ligne nous permettait aussi de proposer à un nombre plus important. En début d'année prochaine, on fera une séance au musée pour un petit groupe où nous, ce qui nous semblait vraiment intéressant, c'est de créer un moment sur un temps long face à l'œuvre pour ouvrir un regard différent sur cette œuvre-là. C'est encore assez peu exploré, nous, au musée, en sachant que le musée a seulement 7 ans aussi. Donc on a encore plein de choses à y faire. On avait pour le moment proposé une fois une séance de sophrologie. Et donc là, ça nous semblait aussi un bon prolongement qui va s'inscrire plus largement d'ailleurs dans le cadre d'une journée bien-être au musée. C'est une notion qu'on a déjà un petit peu prononcée. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on croit au musée, au bien-être, voire même au mieux-être grâce à l'expérience de l'art. Donc une séance in situ aussi qui se tiendra.
Et pour terminer, donc nous aussi, on souhaiterait proposer une capsule sonore qui sera à côté de l'œuvre. Les visiteurs pourront y accéder soit via l'audio-guide, ce sera dans le parcours audio-guidé. Donc même un visiteur qui n'aurait pas forcément songé, en fait, dans le cadre de son parcours de visite, à se laisser aller à une méditation face à une œuvre, peut le faire, ou via un QR code en fait, auquel on a accès sur téléphone. Et la dernière précision, parce que je parle peut-être trop, mais dernière chose, c'est que cette capsule sonore, l'idée c'est qu'elle guide une méditation aussi tactile. En fait, on rendra accessible une version tactile de la sculpture, et donc les visiteurs et les visiteuses pourront donc non seulement voir, mais aussi toucher en écoutant cette capsule. Ouais, donc c'est très intéressant de voir la multiplicité des formats que vous avez choisis finalement. Une médiation sensible, c'est un mot, mais c'est plein de mises en place différentes selon le lieu, selon qui on veut toucher, et les comportements aussi des visiteurs et les œuvres qu'on a. Donc c'est vraiment... Ouais. Il y a une précision qui me vient à l'esprit par rapport au format online. C'est un format dont on n'aurait vraiment pas eu l'idée avant le Covid. Et quand on l'a mis en place en partenariat pour Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières notamment, on s'est rendu compte que c'était un outil absolument merveilleux, parce qu'il y a des personnes qui disaient qui habitent à Paris et qui ne sont jamais allées voir le Musée national, par exemple, d'archéologie. Donc ils prenaient connaissance de la Dame de Brassempouy à travers la méditation sur la Dame de Brassempouy. Ou il y a une personne qui habitait à Namur qui disait « Je viens à ce musée simplement quand il y a des expositions, alors que j'habite à deux pas. Et maintenant, avec cette méditation sur Blesse, c'est comme si cette pièce allait me ressourcer à chaque fois dont j'en ai besoin, et je vais aller voir cette pièce-là pour ça. » Donc il y a ce lien intime qui s'est tissé, alors qu'on peut se dire distance, visio, pas de lien, qui donne envie. Rappelez-vous au moment où on était à l'école, quand on n'avait pas envie d'écouter une matière, quand bien même c'est intéressant, on n'allait pas l'écouter. Donc je pense que cette approche sensible, cette façon d'amener l'art à être intime avec la personne, permet par la suite d'ouvrir l'oreille au discours scientifique que vous amenez. Oui, c'est vraiment complémentaire. Gaëlène, est-ce que vous voulez également témoigner, nous parler Ben oui, tout à fait. Donc on a un peu parlé de la capsule sonore et finalement de cette raison d'être de cette capsule qui était la crise sanitaire, qui était ce besoin de garder le contact. Alors tout aurait pu s'arrêter là. Hein. Une fois le musée rouvert, on aurait pu se dire on avait un dispositif qui fonctionnait, on arrête la collaboration puisqu'on n'a plus ce besoin d'avoir cette capsule à distance. Alors pourquoi avoir continué ? Bien parce qu'en fait, ça vient s'inscrire dans une réflexion beaucoup plus large, qui est celle de la politique même du musée. Le musée des Arts Anciens défend vraiment une politique qui est centrée sur l'humain, avec un objectif double, un objectif vis-à-vis duquel l'expérience Mindful Art s'inscrit parfaitement, c'est celui de diversifier et celui de fidéliser d'autre part. Alors diversifier, pourquoi et comment ? Bien, on a réalisé une récente étude des publics cet été et il est apparu qu'un musée d'art ancien, alors déjà le nom sonne poussiéreux et à petit côté effrayant, certains d'ailleurs qu'ici, la moitié d'entre vous ne sont pas venus, rien qu'à cause du nom, mais surtout un musée dédié à l'art du Moyen-Âge, et donc ça sonne tout de suite comme de l'art religieux. Et c'est vrai puisque les pièces produites ont été produites dans un contexte où la religion était importante, et c'est souvent un frein pour le visiteur. C'est apparu à travers cette étude, ce refus même catégorique de venir parce qu'on craint une forme de prosélytisme religieux. Et donc cette autre approche, cette manière d'observer l'œuvre autrement, est un enjeu essentiel pour la diversification des publics et répond donc à ce besoin. Alors il y a celui de la fidélisation aussi.
Et là, c'est encore un peu plus complexe, c'est-à-dire que longtemps, le musée s'est appuyé sur une politique qui voyait dans les expositions temporaires, et je suis d'ailleurs ravie que Marjane en ait parlé, comme le seul et presque unique moyen de fidéliser un public, qui ne revient finalement que tous les 5 mois lorsqu'une nouvelle exposition voit le jour. Il faut savoir qu'on a un objectif, on a des objectifs qui sont définis par un décret en Belgique qui nous impose 4 expositions en 5 ans. Ça, c'est ce qu'on doit, c'est notre objectif. On en réalise à peu près 15. 15, en sachant que l'ensemble des expositions est géré par les équipes du musée, ce qui représente un coût humain extrêmement lourd et puis un coût financier également très lourd. Et puis on peut aussi se poser la question de l'intérêt écologique et économique aujourd'hui. Alors comment faire revenir le public? Comment l'intéresser? Eh bien grâce aux collections de références. Mais pour ça, il faut lui proposer de les découvrir autrement. Alors il pense déjà les connaître par cœur parce qu'il a effectué une visite guidée avec un historien de l'art qui lui a expliqué tout le contexte historique, qui lui a expliqué les techniques déployées par les artistes et les artisans de l'époque. Mais finalement, a-t-il vraiment regardé l'œuvre et ne peut-on pas l'inviter à regarder autrement? Et là, j'ai presque envie d'ajouter un mot à la liste des mots que Marjane a proposé. Elle a parlé de voir, elle a parlé de percevoir, de s'émouvoir. Et moi, j'ai envie de rajouter revoir. Parce que si on passe, switcher sur le slide suivant, voilà. Alors, la photo de gauche a été ingénieusement coupée puisque vous voyez Marjane, mais vous ne me voyez plus. Et donc, je faisais partie de ce public trié sur le volet, puisque donc après la capsule, nous travaillons après la version hybride, nous travaillons actuellement sur une capsule sonore qui sera présentée dans les salles, mais nous avons également ce projet d'atelier performance là. Une première version a été réalisée en février dernier, mais elle était réservée exclusivement à des professionnels du métier, des scénographes, des conservateurs, et elle serait étendue au grand public en fin d'année. Et donc parmi ce public, il y avait votre serviteur qui a fait une expérience et qui a suivi Marjane dans son parcours du tableau, et je dois vous avouer qu'elle m'a invité à le redécouvrir. Et pourtant, je pensais le connaître par cœur, je pensais en connaître tous les recoins, mais Marjane m'a quand même fait découvrir de nouveaux détails grâce à ce parcours animé. Et je pense que là aussi, c'est un des grands enjeux de cette méditation. Au-delà du bien-être que celle-ci procure, il y a aussi cette possibilité de redécouvrir les œuvres et d'inciter ce public à franchir à nouveau les portes du musée et à s'approprier à nouveau les chefs-d'œuvre qui sont là pour eux, finalement. Okay, merci. Il nous reste 15 minutes au total, questions du public comprises. Donc, je vous propose juste une dernière question avec voilà, une réponse assez synthétique. Je crois qu'on sera obligé. Dernière question donc, sur les publics plus particulièrement. Pour vous, en quoi en fait ces dispositifs de médiation sensible proposés par votre institution et Mindful Art a permis en fait d'aller chercher des publics différents, des nouveaux publics. Quel est l'accès à la culture? Dans quelle mesure il est favorisé par ces dispositifs au sein de nos institutions? Oui, alors donc nous à nouveau c'est à venir, donc on verra quel public répond aussi à nos 3 propositions. Je le disais un peu tout à l'heure, donc notre idée première avec la séance en ligne, c'était de toucher un public le plus large possible, pas forcément familier du musée. Pour la séance in situ, atelier performance, on rejoint plus ce que Gaëlène disait sur l'idée que ce soit peut-être un public plus fidèle, mais qui puisse redécouvrir, avoir une approche différente. Et pour la capsule sonore, là, ce que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est que ça va être en autonomie. Donc pour tout public, à leur rythme, et avec un prolongement aussi pour des publics en situation de handicap, parce que le fait de rendre une œuvre tactile, c'est aussi permettre à des personnes non ou malvoyantes de pouvoir aussi faire l'expérience de cette méditation par le toucher, par cette autre expérimentation. Donc le fait qu'on soit accessible en ce sens-là, je trouve que c'est particulièrement
intéressant. Voilà. Après, à voir dans les faits, dans quel public nous touchons. On se reparle dans un an. Voilà, rendez-vous dans un an au système. Donc effectivement, nous, c'est également l'idée, je pense, de redécouvrir une œuvre qui fait partie de nos collections. Et en fait, l'idée dans le fait de... Si on remet la slide du Palais des Beaux-Arts, qui est juste avant. Juste avant, ouais. Voilà. En fait, c'était donc dans cet espace qui sera consacré à la méditation sur une seule œuvre, de ne donner aucune information en amont, ni le titre, ni l'artiste, et pas le cartel, et au moment où on sort de cet espace, avoir tout et voir s'il y a une curiosité qui est plus forte de la part du visiteur sur toutes ces informations-là auxquelles il aura accès, créer une sorte de frustration qui soit positive et d'avoir l'envie d'aller chercher ensuite l'information. Et donc je pense que c'est effectivement pour le tout public, adapté à les personnes donc, pour la méditation sonore qui sont moins à l'aise avec tout ce qui est discours écrit. Et d'ailleurs tu proposes de l'écrit pour ceux qui effectivement ont plus de mal avec l'oral. Donc je pense qu'on a une proposition qui se complète pour différents types de visiteurs. Et voilà, avec une analyse de ce qui se fera et de comment le visiteur reçoit cette proposition-là, avec une analyse des publics, voir ses a priori, est-ce que c'est des personnes qui vont venir, qui méditent tout le temps, ou alors on sait aussi que la méditation, c'est quand même une certaine partie de la population qui en fait. Donc voilà, tout ça, c'est des enjeux qu'on a envie voilà, des questions qu'on se pose, et on a hâte de savoir comment ça va se dérouler. Merci. Je serai bref puisque Ouais. les gens ont partie répondu. J'ajouterai donc en plus de cette dimension de diversification et fidélisation du public, également la question des publics fragilisés. Je pense que la question est la même que pour le musée Camille Claudel. C'est à un moment donné un parcours qui doit être rendu accessible à un public fragilisé, notamment atteint de handicap. Et donc il y a aussi cette possibilité de créer une œuvre tactile, une reproduction tactile qui va accompagner la capsule sonore, qui en fait s'ancre là encore dans une réflexion plus large, puisqu'on a également un projet de création de tables des sens pour une approche tactile du trésor d'Oni avec des impressions 3D, donc toute une série de dispositifs, parce que c'est également un public qui a le droit de rentrer dans un musée d'art, un musée qu'on pense percevoir uniquement par les yeux, mais qu'on doit aujourd'hui approcher à travers différents sens. Et alors, bon, juste pour le petit détail, mais moi je serais ravie d'avoir les retours par rapport à l'œuvre sans cartel, parce que je sais que ça a déjà été fait dans d'autres musées. Moi, c'est quelque chose que j'aurais souhaité mettre en place aussi, pour justement on a ce réflexe d'aller vers le qui, le quoi, avant même l'observation de l'œuvre. Et donc, c'est des dispositifs très intéressants qui ne sont pas toujours bien reçus. Curieusement, donc je serais ravie d'avoir les retours. On est déjà dans le autrement, juste avec cette mise en place. Exactement. Et je ne savais pas cette partie-là et j'en suis ravie. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse bouger de savoir vers le ressenti. Et dès qu'on approche les gens par le savoir, on leur donne du fil à retordre et on aura du mal à les récupérer. Alors que l'inverse, c'est un chemin tout à fait naturel qu'on fait. Ben, merci beaucoup pour vos témoignages et partage d'expérience. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Alors, Adadel, et la dame devant, oui, en premier, allez-y. Oui. Moi, j'aurais voulu avoir quelques clés de votre méditation, parce qu'on a eu un peu les conséquences, les projets. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets? Un exemple concret, je vais vous inviter, vous voulez un exemple concret? J'y vais. Ok, il faut répondre à la question. Je vous invite à vous installer le dos droit, de laisser vos yeux se fermer, de prendre une ample respiration en ressentant tout à fait tout le chemin que fait votre inspire et votre expire. Vous pourrez avoir votre tête qui vous dit « Oh là là, j'aime pas la méditation, c'est quoi ce truc ?» Ça, c'est un discours que la tête peut avoir. Laissez-vous guider par simplement jouer à ça. Et à l'instant, oubliez les discours du cerveau. Alors que vous ressentez l'air rentrer dans vos poumons, à chaque étape, la naissance de l'inspire, le moment où ça rentre dans l'abdomen, quand ça sort,
Juste posez votre attention dessus comme un papillon peut se poser sur une fleur. Puis je vous invite à imaginer que vous allez tendre votre main pour attraper un citron qui est juste devant vous. Vous pouvez même faire le geste alors que vous avez les yeux fermés. C'est un citron bien jaune, la peau bien fraîche. Permettez-vous de sentir la fraîcheur de cette peau sous vos doigts, la douceur de cette peau sous vos doigts. Puis, peut-être retournez ce citron et prenez-le dans la paume de votre main, comme ça vous ressentez également le poids de ce citron. Vous pouvez l'amener tout doucement vers votre bouche et imaginez que vous croquez dans ce citron et le jus coule dans votre bouche. Et revoyez les dizaines de peintures que vous avez déjà vues avec des natures mortes avec citron. Et je vous invite à laisser vos yeux s'ouvrir et vous voyez maintenant la différence entre ressentir avec votre corps et juste avoir une image. Donc normalement, vous devez avoir un peu de... Voilà. Et à la place du citron, quand tu fais devant une œuvre d'art, tu nous invites à contempler l'œuvre d'art. Là, ça peut être les émotions qu'une posture peut générer. Par exemple, vous avez un enfant qui est pris dans les bras comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent? Donc, il y a une partie préparation et il y a une partie guidage pour nous amener à incorporer ces personnes-là. Et quand ce ne sont pas des peintures figuratives, mais plus abstraites, il y a d'autres clés pour qu'on s'ancre dans le corps. Voilà. Peut-être si je peux juste ajouter encore pour répondre. Et puis je serai court, comme ça je peux vous laisser également poser la question. Si on sait revenir sur le tableau justement du Musée des Arts Anciens pour peut-être faire part d'une expérience, puisqu'on parle de concret. Voilà, ici, donc Marjane nous invitait à parcourir ce tableau et à un moment donné à nous projeter dans la position de ce personnage blessé qui est recueilli par le Samaritain. Alors le Samaritain, c'est moi qui l'ajoute, puisque bon historien d'art, je ne peux m'en empêcher, mais Marjane fait vraiment une découverte de ce tableau sans les codes de lecture iconographique. Et parmi les personnes présentes dans la salle à ce moment-là, il y a vraiment une dame qui a eu une émotion, qui a eu une réaction très très vive, presque insoutenable. Ce sont d'ailleurs les mots qu'elle a utilisés, tant elle s'est projetée dans l'œuvre. Et donc je pense que c'est peut-être là un point intéressant, c'est de dire qu'il y a une approche méditative, qui est une approche de pleine conscience, mais qui n'est pas nécessairement l'approche bien-être qu'on peut avoir, c'est-à-dire que vraiment cette prise de conscience émotionnelle de l'œuvre, qu'importe l'émotion que celle-ci active. C'est quelque chose dans notre jargon psychologie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette agilité émotionnelle, cette souplesse émotionnelle, on peut pas avoir les personnes, on peut pas avoir que des émotions positives si on veut avoir cette souplesse-là. Vous connaissez la patte plasticine, qui est la patte des enfants pour jouer avec. Voilà, notre muscle émotionnel, c'est un peu comme du plasticine, il faut qu'il soit souple. Et la santé émotionnelle, c'est quand vous entrez dans l'émotion, vous en prenez conscience et vous en ressortez. Pas que vous faites un plateau ad vitam aeternam, triste, en colère. Donc, voilà. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Merci Marie-Hélène, merci beaucoup pour vos propos. D'une part, j'ai deux remarques du coup et une question. La première remarque, merci, j'ai fait la méditation en regardant le tableau qui était projeté, c'est assez intéressant. Je trouve ça très intéressant cette idée de diversifier les cibles et en fait ça me fait une remarque, c'est que l'expérience sensible du beau et de l'art est finalement une manière pour peut-être les musées de devenir des lieux de vie et s'inscrire vraiment dans la cité, j'imagine, pour faire être vraiment un lieu positif d'expérimentation. Donc, ça, je trouve ça
vraiment très intéressant. Ma troisième question, c'est, comme le disait Marie-Hélène, il y a autant aujourd'hui de méthodes que de cibles. Comment faites-vous en tant qu'institution culturelle pour faire une analyse du panel des cibles que vous allez toucher au niveau de la méditation? Là, vous êtes plutôt dans le bien-être, dans la mouvance du care au cure, vous êtes plutôt dans le care avec l'expérience sensible, l'émotion, la méditation. Donc comment vous dites, à Lille, quelles cibles vous touchez, comment vous avez analysé ces différentes cibles, est-ce que c'était aussi en lien avec le monde médical, comment avez-vous fait? Alors donc c'est une expérience qui va avoir lieu à partir du printemps, donc qui est effectivement, comme le musée Camille Claudel n'a pas encore commencé, nous de plus en plus au Palais des Beaux-Arts de Lille, l'idée c'est de ne pas forcément faire des actions à destination d'un public précis, mais plutôt de personnes qui ont des appétences différentes ou des... en fait, il y a une même action va convenir à plusieurs types de publics. On s'en est rendu compte au fur et à mesure du temps. Donc l'idée c'était plutôt de, par l'analyse des publics, ressentir si... pour qui ça marchait, qui venait surtout, et comment faire venir ceux qui de base n'auraient pas forcément envie de venir, parce qu'on a vraiment envie de le faire tester au maximum de monde. Pas d'analyse pour l'instant, mais en revanche on a effectivement un partenariat avec le CHU et on fait de l'art-thérapie, et l'idée c'est d'intégrer ces parcours de méditation au parcours des visiteurs qui viennent également pour des recherches sur le cure, effectivement. Vous ferez une enquête des publics ou une petite enquête après de... Ouais. Oui, en fait, on travaille avec un laboratoire de recherche et quand on fait des expériences, comme on teste des choses en vue de potentiellement les mettre en place dans le musée, il y a toujours un retour sur expérience de la part des visiteurs. Je peux rajouter quelque chose? J'ai adoré ce que vous avez dit par rapport à en faire des lieux de vie. Pour moi, d'expérience, ça fait 5 ans que je mets ces pratiques en place. La personne change de mode consommation d'œuvres d'art à une approche de s'approprier, le sentir. Et donc, le fait de retourner, étant donné cette expérience positive, elle devient totalement naturelle. Et le fait de parler aux émotions plutôt qu'à notre intellect et à nos appartenances culturelles, on fait un outil pour le plus grand nombre, pour nous rassembler plutôt que nous séparer. Ce qui est en filigrane dans toute mon approche, c'est l'approche soufie. Et chez nous, dans cette approche-là, il est question d'avoir soit des actions qui séparent, qui segmentent, soit des actions qui rassemblent. Et j'ai souhaité cette méthode comme une action qui rassemble, qui peut rassembler les personnes qui sont férues de l'art, comme ceux qui ne s'y connaissent pas. Et moi aussi, je vais ajouter que je suis ravie d'entendre ces mots. C'est d'ailleurs les mots que j'ai utilisés dans une petite capsule promotionnelle il n'y a pas longtemps. Le musée qui est plus qu'un lieu de conservation, qui est un lieu de vie. Et j'avais ajouté d'expériences partagées aussi, puisque je pense que c'est intéressant d'avoir ces personnes qui viennent de milieux totalement différents, mais qui ont chacune et chacun quelque chose à apporter. Alors, le musée des Arts Anciens est un musée un peu plus ancien, puisqu'il fêtera dans 2 semaines ses 60 ans. Et qui a la particularité d'être situé dans un ancien hôtel de maître du XVIIIe siècle, en plein centre-ville. Et donc vous avez cette structure habituelle à l'époque, entre cour et jardin. Vous avez la rue, l'avant-corps, la cour, le corps de logis et le jardin en arrière-plan. Alors, vous le devinez un petit peu sur l'image, on est quand même un peu à l'étroit. On n'a pas forcément d'espace de médiation adapté. C'est pourquoi, depuis déjà une dizaine d'années maintenant, on travaille à un projet ambitieux d'extension en sous-sol, qui verra la surface du musée quasiment triplée. C'est aussi une des raisons qui fait que le Trésor est à Paris en ce moment, puisqu'il nous fallait vider les lieux. Et l'objectif, c'est de rendre cet hôtel de maître aux Namurois. Et donc de justement en faire un tiers-lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le visiteur qui souhaite se rendre dans le jardin, il est obligé de prendre son ticket d'entrée, de visiter, de traverser les salles et seulement d'accéder au jardin. Le projet futur, le futur musée, l'idée est tout autre, c'est-à-dire que l'accès sera de nouveau libre et donc le Namurois pourra rentrer dans cette cour, traverser l'hôtel de maître et accéder au jardin tout à fait librement. L'accès aux collections se fera ailleurs. C'est un moyen pour nous de rendre de nouveau ce bâtiment et d'en faire un lieu de vie. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, peut-être pour faire suite.
Je me demandais, du coup, les expériences précédentes qui avaient été faites, est-ce que, par exemple, celui d'un muséoniste, je crois, ou oui, voilà, est-ce qu'il y a eu des expériences sur le jeu, est-ce qu'il y a des expériences sur des débats de société, est-ce qu'il y avait des différents types comme ça d'approches pour ouvrir? Alors effectivement, une des clés est le bien-être. Effectivement, j'entendais le yoga, il y a les mouvements du corps, les mouvements de l'esprit, mais de manière générale, on essaie de diversifier au plus nos propositions et de penser à ce que chacun, qu'est-ce qui pourrait amener chacun dans un musée. Et donc c'est en ça qu'on essaie chaque année de proposer, ça rentre effectivement pour Marjane dans une de nos propositions à l'année, toujours une expérience qui accompagne les expositions. Mais on avait effectivement fait avec le jeu pour la toute petite enfance un espace d'éveil à l'art qui s'appelait 1, 2, 3 couleurs. Et là c'était effectivement ciblé pour la toute petite enfance. Et avant ça on avait accueilli l'exposition Prière de toucher qui est itinérante dans l'appropriation par le toucher et conçue, une exposition conçue et partagée aux personnes non et malvoyantes. Donc voilà, l'idée c'est toujours de proposer des choses différentes. On est toujours content d'accueillir ça dans nos murs, et par le jeu et par le sport. Voilà. Merci. Pour juste ajouter un élément, en tout cas nous on a eu des retours sur la capsule sonore en hybride qui était extrêmement positif. Ici on verra, on fera aussi une étude des publics plus spécifique, c'est-à-dire que nous, l'étude qu'on a menée en juillet traitait principalement de la visibilité du musée qui souffre horriblement à cause justement de cet hôtel de maître où la façade est classée, où on ne peut rien accrocher dessus, et donc ce qui fait que même depuis la rue, personne ne sait qu'il y a un musée. Et donc je me bats avec des collègues parfois pour leur faire comprendre qu'il y a un musée dans cette rue, donc on en est là. Et donc pourquoi les visiteurs ne viennent pas? Et donc après on pourra affiner et se dire, tiens, vous ne venez pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous inviter à venir? Est-ce que cette formule peut fonctionner? Alors en Belgique, c'est justement un moment clé, je pense, 2024, puisqu'il y a une prise de conscience et une réflexion vraiment globale sur le rôle des institutions culturelles et des musées dans justement le rôle que peut jouer le musée en tant que thérapeute. Alors, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, il y a une motion qui est passée au Sénat il y a un mois, tout juste, qui justement donne au musée un rôle de thérapeute pour l'inviter à développer des activités de type bien-être comme celle dont on parle aujourd'hui. Donc c'est vraiment un enjeu tout à fait d'actualité. Merci beaucoup. On va devoir conclure. Donc merci à tous et à tous et pour vos partages d'expérience et pour votre écoute et toutes ces questions. Et à très bientôt. Est-ce que je peux juste rajouter qu'on est au stand S20, donc si vous avez besoin de plus d'informations, on sera ravis d'échanger avec vous. Et qu'une fois par mois, il y a un musée qui vient parler de ses approches care dans un format qui s'appelle, c'est un format webinaire, Caring Museum Café. Et le mois prochain, je pense que c'est à propos de care pour les employés du musée. Mais ce lundi-là, c'est le musée d'Ixelles à Bruxelles qui va venir parler de ces chouettes projets. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui, oui. Oui, alors on a peut-être une troisième c'est à côté. Je donne un exemple très concret.
Je pense que c'est important de...